Bonsoir à tous, merci à la Fondation, merci surtout à vous d'être là. On est toujours très enthousiastes à l'idée de venir discuter un petit peu entrepreneuriat. Alors avant de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on fait, on va vous raconter un petit peu la genèse du projet parce qu'elle est quelque peu atypique. Voilà, donc Pallo et moi qui sommes étudiants en dernière année ici à l'école hôtelière à Lausanne, motivés par une forte envie d'entreprendre, on ne savait pas très bien quoi faire, mais une chose était sûre, c'est qu'on avait un fort souhait d'entreprendre. Du coup, c'est présenté une opportunité. On a été approché par une marque de jus de fruits australienne qui nous a demandé si on était intéressé à la distribuer ici en Suisse, dans les hôtels, les restaurants, les épiceries fines, etc. Alors on s'est dit, tiens, génial, on va devenir les rois du jus de fruits. On va avoir aucun problème à vendre des jus de fruits australiens à des Suisses qui, on le sait bien, n'aiment pas les produits locaux, etc. Donc tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir justement entamer du commerce à l'échelle nationale et très rapidement internationale, c'était créer notre propre entreprise. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est nous chez le notaire. On a l'air plutôt heureux. On envisageait très très bien les mois qui allaient suivre. Et donc, une fois qu'on avait notre entreprise, qu'on avait du coup une raison sociale, qu'on pouvait approcher les différents hôtels et restaurants, etc., haut de gamme de la région pour leur vendre des produits, il nous a suffi de faire venir du coup ces produits. On a attendu un petit moment. Et puis, une fois qu'on avait fait voyager tous ces jus de fruits impossibles, en plus à trouver du jus de pomme en Suisse, hein, tout le monde le sait, à travers le monde, on s'est retrouvé avec 6 ou 7 000 bouteilles à passer. Voilà. Dans le garage de mes parents, pour préciser. Ouais, exactement. C'était une start-up garage, là c'était plus un dépôt. Et évidemment, donc on s'est lancé. C'était assez intéressant, c'est que finalement, et c'est là aussi l'avantage, la facilité, on va dire, avec laquelle on peut lancer une entreprise en Suisse, c'est qu'on peut aussi le faire sans avoir fait grand-chose en amont pour prévoir ce qu'on va faire. Et une fois qu'on s'est retrouvé avec ces 6000 bouteilles qu'on devait vendre, vous imaginez que ça n'a pas forcément été le succès qu'on avait escompté au début. On se voyait déjà, on peut importer des cargos au bout du 4e mois, enfin, on avait tout compris. Alors, bien sûr, si vous regardez un petit peu le marché, voilà, les grands hôtels de luxe, etc., que vous avez dans la région, ils se comptent sur les doigts de la main. Et une fois qu'ils vous ont expliqué que c'était très sympa, mais qu'en fait, ils n'étaient pas forcément intéressés, vous vous retrouvez face à ce qu'on appelle un super succès. Et puis on était là, donc avec ces bouteilles de jus, pas invendables, mais pas loin. Et puis, il fallait faire quelque chose. Et c'est là où on parlait justement de l'apprentissage par l'échec. C'était bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber. Évidemment, on s'était engagé, on avait mis un peu d'argent, on s'était aussi beaucoup mouillé, on va dire, publiquement, on avait mis aussi un jeu de réputation. Et donc, on a décidé de laisser tomber et de recommencer. Faire exactement pareil, mais en un petit peu plus travaillé et en ayant pris 2-3 claques qui nous permettraient justement d'anticiper par la suite un petit peu mieux les besoins et les attentes du marché. Clairement, on avait surestimé. Donc, ensuite, on est parti du constat qu'il y avait de plus en plus d'entreprises, enfin de jeunes entrepreneurs qui se lançaient dans la création d'une marque de boissons ou de nourriture, que ce soit ici en Suisse ou à l'étranger. Vous avez tous certainement une connaissance qui a créé sa marque de bière, sa marque de popcorn et autres, j'en passe. Et puis on a décidé de travailler étroitement avec ces startups du côté de la distribution. Parce que nombreux sont les projets qui voient le jour, hein, une marque de granola, etc., qui n'ont pas vraiment réfléchi à comment ils vont vendre leurs produits d'un point de vue logistique et commercial. Donc vous avez les granolas de Mademoiselle ou de Monsieur XY. C'est un super produit, un super packaging, un super site internet, une super communication sur les réseaux sociaux. Et ils se retrouvent sans clients et sans logistique appropriée. Du coup, on a commencé avec cette marque de popcorn gourmet qu'on a importée d'Angleterre, puis s'en est suivi d'autres, des infusions, des kombucha de la région, des snacks de quinoa, des superfood mix et des cakes sans lactose, sans sucre, etc., etc. Donc tout plein de produits à venir. Qu'est-ce que vous avez fait des bouteilles avant?
On a bu beaucoup de jus. On a pris des jus et on en a bu beaucoup. Au bout d'un moment, ils ont quand même fini par se vendre un petit peu, mais voilà. D'abord, on a dû apprendre beaucoup de choses sur la façon de vendre. En fait, on s'est rendu compte après coup qu'on était parti sur une idée qui n'était pas si fausse que ça, mais qu'en fait, on ne s'était pas penché vraiment sur les besoins du marché et comment le vendre. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de choses. Vous pouvez avoir un super produit si vous n'avez pas les arguments que la personne en face attend pour le placer, ça va être très difficile. Suivant la personne avec laquelle vous allez interagir, il va être intéressé par le produit, par le goût, par la marque qu'il peut faire dessus, par l'histoire qu'il y a derrière, etc. Et on s'est rendu compte qu'il faut beaucoup adapter en fait son discours de vente en fonction de la personne qui est en face. Pour un même produit, vous allez avoir 50 discours de vente différents à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est différent justement qui est en face. Aussi apprendre à être à l'écoute, hein, comme on disait tout à l'heure. Sachant qu'en face, il y a des groupes comme Coca ou Red Bull et qui ont des contrats très verrouillés. Oui, alors tout à fait, une des difficultés, on va dire un des challenges plus que des difficultés, c'est justement de pénétrer un marché qui est dominé par ces monstres-là, comme vous avez cité, Coca, il y a Nestlé. Mais il ne faut pas sous-estimer en fait ce train, on disait, on est dans un monde qui est en train de bouger, qui est en train de changer. Et il y a énormément de gens qui ont envie de changer aussi leurs habitudes de consommation, qui n'ont plus envie forcément d'avoir ce Coca à table, qui veulent des produits qui sont nouveaux, qui sont innovants. Il y a aussi, avec la facilité, on va dire, d'accès à l'information qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont envie de découvrir des nouvelles choses. Et nous, justement, une des particularités qu'on essaie d'avoir, c'est qu'on travaille vraiment avec ces startups, avec ces entrepreneurs qui développent des produits innovants, que ce soit par le produit en lui-même ou bien par le marketing, le branding, etc. On arrive vraiment avec des produits qui sont alternatifs et qui proposent autre chose. Il y a une histoire à chaque fois, on aime travailler en direct avec les producteurs, c'est-à-dire qu'on va connaître personnellement plus ou moins chaque fondateur de chaque marque avec laquelle on travaille, essayer de comprendre l'histoire qu'il y a derrière le produit. Et c'est vrai que pour nous, c'est ce côté relationnel-là et le fait de pouvoir mettre aussi un visage sur un produit qui est important. Et c'est un discours qui, on le voit depuis un moment, fonctionne bien. Oui, madame. Je voulais demander comment vous faites pour fidéliser le fournisseur, parce que par exemple, il y a des gens qui ont découvert des caves extraordinaires au Chili ou je ne sais où, qui font venir le vin ici, qui se font une certaine clientèle. Et puis après, il y a des gros groupes qui arrivent et puis qui achètent la réserve. Voilà, les 8000 bouteilles, les 10 000 bouteilles, parce que pour eux c'est plus facile de passer par un petit distributeur. Donc comment vous faites qu'est-ce que vous faites pour écouter? Alors nous on fonctionne sur des modèles avec des contrats d'exclusivité. Donc on va en amont, sur volume, etc. On va bloquer en fait soit tout le marché suisse, soit certains secteurs, soit certaines régions. Et ça c'est des contrats qui sont reconductibles automatiquement sur 2 voire 3 ans suivant les fois. Donc, d'où l'intérêt pour nous de travailler avec des petites marques qui seront enclins à travailler avec un petit distributeur ou un distributeur de moyenne taille. Qui ne sont pas encore sous le radar, on va dire, de ces gros groupes de distribution. Comme on sait, l'innovation vient souvent des startups, c'est applicable au monde de la nourriture et des boissons aussi. Et puis ces petites marques qui innovent ne s'adressent pas forcément à des gros distributeurs dans un premier temps, ils préfèrent travailler avec un distributeur qui va être adapté à leur capacité de production, leur capacité marketing, leur capacité de vente. Et ce qu'on disait par rapport à nos clients qui préfèrent travailler avec des petites marques, c'est en fait on va dire que c'est une vibe qui existe aussi en fait du côté des producteurs qui n'ont pas forcément envie de se vendre tout de suite, même s'ils en auraient les moyens ou les possibilités, qui n'ont pas forcément envie de se vendre dans les premières années en tout cas à ces gros monstres de la distribution. Il faut savoir que c'est souvent quand on signe avec des gros groupes comme ça, aussi bien de distribution que dans le retail par exemple, il faut tout d'un coup ramp up toute la capacité de production, ça demande énormément d'investissement, et ces grands groupes qui sont justement si puissants sont aussi les premiers à vous lâcher quand le produit ne fonctionne pas forcément aussi bien, ce qui peut du coup être très risqué quand une entreprise a que 2 ou 3 ans de production derrière elle.
Alors une dernière question, Olivier Moreau, tout honneur. Merci pour la présentation. Je reviens à l'échec, parce que c'est l'échec qui m'intéresse dans notre histoire. Je vous souhaite tout le succès possible et inimaginable. Je travaille pas mal avec le HL et beaucoup de travail des étudiantes de l'EHL. Je suis étonné d'une chose. Comment se fait-il que vous n'ayez pas eu l'idée, c'est vraiment pas un reproche, mais juste intellectuellement, je voudrais comprendre comment vous n'avez pas eu l'idée de faire une étude de marché. Je me présente, Olivier Moreau, spécialiste en études de marché. Alors, on l'a fait, mais on l'a fait avec les bases théoriques, et c'est là où on parlait justement de l'importance des formations. On fait avec les bases théoriques qu'on avait, qui n'étaient pas à côté de la plaque, simplement, en fait, notre connaissance, nous, du marché, du fonctionnement du marché, quand on s'est lancé, nous a empêché finalement de mener le projet aller rapidement. Et je pense que si on relançait le même produit aujourd'hui, ce serait plus du tout la même histoire. On ira d'autres discours de vente, on attaquerait par d'autres moyens. Et on a, en fait, ces échecs-là, c'est vraiment des opportunités d'apprentissage qui sont énormes. C'est-à-dire que vous vous plantez, et vous apprenez un max de choses, et plus fort vous vous plantez, plus vous apprenez. On en a pris des baffes, hein, je peux vous dire. Merci, on a Ouais, peut-être tenir le timing. bon, parfait. Est-ce que vous avez encore... On avait des slides, mais il y a eu pas mal Voilà. de questions. Donc, Alors, avancez. on disait pourquoi est-ce qu'il faut se lancer? C'est très simple, lancer une SAL en Suisse, une petite entreprise, ça prend un mois, vous pouvez travailler directement avec un notaire, c'est pas très coûteux. Bien sûr, l'innovation c'est important, mais c'est pas forcément nécessaire de réinventer la roue. Nous, on fait le deuxième plus vieux métier du monde, hein, on achète quelque chose, on revend plus cher de l'autre côté. Encore une fois, l'apprentissage par l'échec, c'est vraiment on va dire que on prend des baffes, mais on apprend énormément, et nous, après voilà, maintenant ça fait un an et demi qu'on tourne bien, c'est vrai que tous les jours, on comprend quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Aussi, ça je pense que c'est très important, avoir une entreprise, se lancer, être sur le marché, avoir des projets, c'est des sources d'opportunités que vous ne pouvez pas avoir si vous ne vous êtes pas lancé une première fois. Le timing. Okay. Ouais. Et enfin, voilà. Okay. Ce qu'on adore dans l'entrepreneuriat, on tenait quand même à le dire, c'est ce qu'on appelle the emotional roller coaster. Un jour, on est les rois du monde, les rois de l'entrepreneuriat, et l'autre jour, le jour d'après, tout va très mal. Et on apprend à gérer ces montées et ces descentes émotionnelles qui arrivent de manière hebdomadaire, si ce n'est quotidienne. Merci beaucoup.